de savoir que présentement, en Iran, par exemple, il y a 14 000 prisonnières, et que l'État a décidé que tout ce monde-là qui manifeste pour leurs droits fondamentaux sont des ennemis de l'État et qui sont d'accord à tous les assassiner parce que c'est des traîtres à la patrie. Moi, là, ça, là, je trouve ça dégueulasse, mais ça m'indigne. Chit Chat Studio. Si t'es comme moi, des fois, ça te fait peur de voir régresser les droits de la femme, les droits humains. Puis des fois, là, t'as juste envie de fermer les nouvelles, prendre ton sel, le lancer, puis quasiment avoir la tête dans le sable. Puis là, j'étais due pour Some Girl Time avec quelqu'un qui allait me remonter le moral, qui allait en discuter avec moi avec plein de bienveillance. Et cette personne, c'est Manon Massé. Tu me reposes. Je sais pas quoi faire. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui est vraiment intéressant parce qu'on va autant parler de politique, qu'on va parler de standards de beauté, qu'on va parler de féminisme, on va parler de sa vie personnelle, de la spiritualité. J'ai adoré découvrir cette facette-là de Manon Massé. Et toute l'équipe, après, quand elle est partie, elle nous a fait un gros câlin. Puis on s'est tout dit, là, ça c'est un câlin plein d'amour, comme si c'était notre tante ou notre maman. Il y avait genre un mom energy. On s'est senti bien. Puis je pense que tu vas te sentir super bien après l'épisode. Ce balado est une présentation de Eros et compagnie qui te donne 15% de rabais sur leur boutique en ligne avec le code promo SomeGirlTime. It's time for Some Girl Time. Bienvenue à Some Girl Time! Merci de l'invitation. Quand que... est-ce que je peux tutoyer? Oui, absolument. Oui, parfait. Moi aussi? Oui, Parfait. certainement. Quand j'ai su que j'allais avoir un moment avec toi, il y a une question qui me brûlait les lèvres, puis que ça fait longtemps que j'ai envie de te demander, fait que ça va être la première que je vais te poser. OK, j'ai peur, parce que Respire. je regarde autour de moi, je vois que c'est la fin du monde, il y a les droits humains qui régressent, je fais de l'éco-anxiété, ça fait peur. Est-ce que c'est la fin du monde, Manon? Ben, je suis pas une devine, là. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va pas bien. Ça va pas bien pour les raisons que tu as évoquées. Mais en même temps, tu sais, si on regarde juste comment le capitalisme est en train de nous étouffer, ben c'est étouffant, puis je comprends l'éco-anxiété puis tout ça. Mais l'histoire nous rappelle qu'on a du pouvoir sur la situation, qu'on peut agir. Mais pas tout seul. C'est ensemble qu'il faut agir. C'est ensemble qu'il faut décider qu'on change de track, qu'on change de chemin. Puis je sais pas pour toi, mais je côtoie plein de jeunes qui me disent en fait que c'est la meilleure façon pour calmer l'anxiété, pour sentir que tu as du pouvoir sur quelque chose. Ça veut pas dire que ça change le lendemain, tu sais. Je regarde ce qui se passe en Iran, je regarde ce qui se passe en Russie, je regarde ce qui se passe ici aussi, tu sais. Mais il y a une chose, je suis certaine, Camille, c'est que si on fait rien, ça va être pire. Puis est-ce que toi, en tant que politicienne, ça t'arrive justement, tu parles des nouvelles que tu vois, de devoir éteindre les nouvelles, de devoir décrocher, ou tu les regardes de façon assidue? Je les regarde de façon assidue, mais je décroche aussi. Je décroche aussi des fois, c'est juste too much, c'est juste trop, c'est... Puis aussi, ben, je décroche parce que j'aime ça faire autre chose. Tu sais, la vie, c'est pas rien que ton travail, c'est pas rien que... C'est sûr, je suis une militante, fait que pour moi, ça s'entremêle un peu, mon travail, mes engagements sociaux, si je peux dire. Mais non, moi, partir tout seul dans le bois, là, je suis capable de faire ça, puis pas avoir de réseau, je suis capable de vivre avec ça. Fait que quand t'es pas en train de militer, t'es dans le bois, sinon on te retrouve en train de faire quoi? Ben, je suis capable de rien faire. Hein, Ça, tu pourrais le montrer à plusieurs personnes oui, qui ne seront pas capables de juste rien. être assis, respirer, regarder la beauté. On n'a plus le temps de regarder la beauté des choses, des instants, des moments, la feuille de l'arbre qui tombe. Quand est-ce la dernière fois que tu as regardé une feuille d'arbre tomber? De sa branche?
au sol. C'est beau, c'est de toute beauté. Le givre, de te réveiller bientôt, là, il va y avoir de la neige, je sais que c'est fatigant, mais en même temps, c'est beau. Fait que c'est ça, j'ai une bonne propension à voir le beau chez les gens, mais aussi dans la nature. Puis ça, ben ça me fait du bien de me brancher à ça parce que ça me rappelle que depuis la nuit des temps, l'humain, il fait du bon, puis il fait du moins bon. Puis moi, je pense que la nature, elle, essentiellement, fait du beau. Moi, ça me rend hors de moi de savoir que présentement, en Iran, par exemple, il y a 14 000 prisonnières, et que l'État a décidé que tout ce monde-là qui manifeste pour leurs droits fondamentaux sont des ennemis de l'État et qui sont d'accord à tous les assassiner parce que c'est des traîtres à la patrie. Moi, là, ça, là, je trouve ça dégueulasse, mais ça m'indigne. Et fait, je pense, tu sais, l'indignation, c'est un moteur. L'indignation, le fait que quelque chose te choque, c'est un moteur. C'est sûr que quand tu regardes, mettons, l'environnement, tu sais, on le voit, là, présentement, tu sais, les chefs d'État, sont réunis en Égypte pour la COP, mais le Canada a amené avec lui des multinationales gazières, pétrolières. Ça, là, c'est décourageant. Mais moi, ça me choque. Parce qu'être découragé, là, je me replie sur moi puis je regarde mes petits jardins à moi aussi. Mais quand je suis choqué, quand je suis en colère, quand je suis indigné, ça, c'est une énergie qui me met en mouvement. Puis, ça fait longtemps que j'ai appris que c'est ensemble qu'on change les choses. T'sais, tout seul, on peut... tout seul, j'ai mon bout à moi, mais même si tous les humains changeaient des petits bouts dans leur vie pour être plus en concordance avec les enjeux, par exemple, climatiques, je ne dis pas que ça ferait rien, mais ça ne fera rien comme un gouvernement qui se prend en main et qui décide d'investir massivement dans le transport collectif partout, à travers la planète, à travers le Québec. Ça, c'est des gestes structurants qui permettent que chacune puisse bien sûr changer ses habitudes. Il va falloir changer quelque chose, là. On peut pas... Tu sais, ce matin, j'ai appris, on est 8 milliards sur la planète. Ouais. Wow! C'était écrit, je pense, félicitations, we made it, on est 8 milliards. Hey, 8 milliards de rêves américains, là, ça marche pas, ça. Ça marche pas, tu sais. Puis il faut qu'on retourne aux choses de base. Tu sais, l'humanité a toujours été confrontée à des crises. Dans les millions d'années, les centaines de millions d'années qu'on habite la planète, on a toujours eu des crises diverses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort? C'est quand on se met ensemble. Donc, c'est la solidarité, l'entraide, l'empathie, le care, tu sais, pas juste « Oh, je vais sauver ma peau ». Non, faisons ça ensemble. Ça va aller mieux, puis on va s'en sortir mieux. Fait que je demeure une éternelle optimiste. J'aime ça, je pense qu'on a besoin de ça. Puis je sais pas si tu as vu le film passé récemment, j'ai un blanc sur le nom, je pense que c'est Up, mais c'était l'histoire que tous les scientifiques, ils disaient que c'était la fin du monde, puis personne les écoutait, puis le seul moment que tout le monde les a cru, ils regardaient dans le ciel, puis ils voyaient le météorite, je pense, qui allait s'atterrir sur la planète. Puis récemment, j'ai vu une publication sur Instagram qui ressemblait à ça. C'était un scientifique qui militait, puis qui revendiquait que personne l'écoutait, puis il s'était attaché à un lieu pour qu'on l'écoute, puis il pleurait, puis... Pourquoi on les écoute pas? Pourquoi il y a des gens qui vont plus s'indigner du dernier drama qu'il y a eu à Occupation Double, puis qui vont faire une pétition pour que la production elle fasse des actions, mais que quand il y a des scientifiques qui nous disent que c'est la fin du monde, ben on entend le silence radio. Ben, tu sais, on se bat contre un système, Camille. Occupation Double en fait partie. Je veux dire, je veux pas dire, l'émission, elle peut être bien le fun, puis le divertissement, ça existe, puis ça a toujours existé, puis non, c'est le système qui est en arrière de tout ça, tu sais, sortir les grands mots, là, tu sais,
le capitaliste, il s'en fout. Il s'en fout de la planète, il s'en fout de ce que tu vis, il s'en fout des conditions des humains. Tu sais, je veux dire, le capitaliste a fait des choses terribles. Et il en fait encore des choses terribles. Fait que pourquoi on n'écoute pas? Ben, ce même système-là répète à tour de bras que pour être heureux, ben, il faut avoir du matériel, il faut avoir des avoirs, justement, que pour être heureux. Tu sais, c'est pas aimer, être aimé, avoir un toit sur la tête puis manger, puis que les autres soient bien aussi. Comment c'est qu'on a perdu ça? Que oui, moi, être bien, je veux bien, là, mais que si les autres sont pas bien, en bout de ligne, là, ça va me revenir, ça, là. Tu sais? Fait que, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose. Pourquoi, si je le savais, on serait pas là, là? À 40 ans, je suis militante pour exactement la même affaire. Hein, les droits des femmes, la planète. Fait que si j'avais la clé, mais il y a une chose que j'ai une conviction certaine, c'est qu'on se bat contre un système qui nous pollue le cerveau, qui nous pollue et qui fait en sorte que parfois, ben, on se retrouve dans une situation où ben, on l'aime, notre confort, on aime... alors que prendre soin de la planète, je ne sais pas pourquoi le monde pense que c'est absolument inconfortable. C'est parce qu'on a enregistré les slogans, les promotions, les publicités faites par un système. Tu sais, le capitalisme, là, lui, là, tout ce qu'il veut, c'est de faire du cash. Puis même s'il gagne 1, 2, 3, 4 millions par année, le capitaliste va vouloir en faire 5, 6, 7. What the fuck? Il n'y a pas besoin de ça pour vivre. Mais il y en a plein d'autres qui, eux autres, parce qu'ils n'ont pas un strict minimum, ont besoin de ça pour vivre. Fait que je pense que le système, il faut avoir le courage, mais en même temps, comment dire, faut appeler un chat un chat. Quand est-ce que tu as entendu parler de capitalisme la dernière fois? Quand est-ce que tu as entendu le mode de production? Tu sais, actuellement, on regarde le salaire minimum, il est encore en bas de 15$ de l'heure, alors que les entreprises qui ont compris que pour avoir du monde, pour les garder, mais pour ne serait-ce qu'en avoir, ben, il faut qu'on commence peut-être plus à 18. Ben, pourquoi on met pas ce barre-là là? Ben, parce que le capital, il veut pas. Parce que même que ça aille mieux, il va pouvoir encore exploiter les travailleurs et travailleuses. Fait que je pense que c'est ça. Il faut qu'on se donne du temps pour comprendre ce qu'il y a en arrière de la machine. Parce que cette machine-là est en train de nous bouffer humainement. Tu sais, comment tu appelles ça? Le syndrome de performance, là, tu sais. J'en reviens pas. Moi, je parle avec plein de jeunes de ta génération. Puis je me dis, juste à les entendre, je suis soufflé, j'ai comme quasiment des crises d'angoisse, juste à les écouter, de comment c'est dur de devoir toujours performer comme ça. Bon, il y a ça, il y a ensuite toutes les exigences, je dirais, d'être 8 milliards sur une planète qui ne peut pas en soutenir autant au fond de la caisse. Fait qu'il y en a qui vont y goûter. C'est la même chose pour les changements climatiques. Il y en a qui vont s'en tirer, puis il y en a qui vont y goûter. Moi, même si je m'en tire, ça m'écoeure qu'il y a du monde qui vont y goûter. Puis, pendant ton chemin, tu te bats contre plein de machines, là, pour le droit des femmes, les standards de beauté, l'écologie, le capitalisme. C'est plein de petites batailles qu'on a toutes. C'est quelle la plus difficile? C'est quelle celle qui est la plus insurmontable, mais qui est toujours surmontable? Mais parce qu'on est optimiste. C'est l'affaire. C'est quelle la plus tough? En fait, pour moi, c'est pas mal lié, ces affaires-là. C'est pas mal lié. Tu sais, tu parles de standards de beauté. Standards de beauté, c'est créé par une industrie. Une industrie de la beauté. Puis là, pour moi, il n'y a pas de jugement, là. Tu sais, les femmes, les hommes ont envie
de se sentir beau, belle, de se refléter dans le miroir puis de dire « Ah ouais, ça, c'est la fille que j'aime ou c'est le gars que j'aime. » Fait que moi, j'en suis pas là, mais il faut aussi être conscient qu'il y a une machine en arrière de ça qui impose ses standards. Puis que dans les faits, ça n'existe pas vraiment, les standards qu'ils imposent. C'est comme s'il faudrait qu'on se ressemble tous et toutes, surtout les toutes. C'est comme si faudrait qu'on ait tous le même corps. Mais ça, en arrière de ça, si tu grattes un peu, c'est quoi? C'est la même logique capitaliste de on produit des biens. Ces biens-là, il faut les vendre pour faire de l'argent. Puis si on veut les vendre, ben, plus le modèle va être uniforme, plus on va être capable d'en vendre. T'sais? Bon, les produits pharmaceutiques, on s'en fout, on teste ça. Les produits de beauté, pardon, on s'en fout, on teste ça chez les animaux. On sait que ça s'en va, les microbilles s'en vont dans le fleuve, dans l'eau qu'on boit. Ils s'en foutent. Puis nous autres, ben, on a-tu même un choix, là? Moi, l'eau que je bois, là, tu sais, oui, il y a des bons systèmes de filtration à Montréal, là, mais c'est pour ça que je fais des liens en ça, parce que, ultimement, puis c'est pas parce que j'entends des fois, ah là, mais non, tu veux pas qu'on retourne vivre au Moyen-Âge. Non, je veux pas qu'on retourne vivre au Moyen-Âge. Tu sais, les femmes étaient un bien de leur mari, pouvant en disposer de vie et de mort. Non, je veux pas retourner là, mais je veux qu'on avance. Puis pour moi, avancer, ben ça s'inscrit dans premièrement, une réelle égalité des droits. Bien sûr, entre les hommes et les femmes, mais entre les femmes elles-mêmes, là, c'est quand tu es une femme qui a la peau noire. C'est pas vrai que tu as les mêmes droits qu'une femme ou les mêmes privilèges que les femmes qui ont la peau blanche, par exemple. Ou même les mêmes services, ou même la même attention, si c'est une femme autochtone, wow! Alors, toutes ces prises de conscience-là, on peut les faire, elles sont à notre portée, mais ça veut dire qu'il faut être capable de critiquer les systèmes qui les maintiennent en place. Le capitalisme en est un. Son petit cousin opérationnel, le patriarcat aussi. Puis le colonialisme. Tu sais, les matières premières là, qu'on utilise, tu sais, le pétrole, là, on l'utilise, on le brûle, puis on sait que c'est en train de nous faire mal énormément. Mais quand on fait des valves cardiaques, pas en pétrole, mais en plastique, en tout cas, qui inclut du pétrole, mais le pétrole, c'est pas mauvais en soi. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Mais l'industrie, pétrolière et gazière notamment, c'est très bien, depuis au moins les années 70, que les produits du pétrole créent du réchauffement climatique. Ils le savent. Ils ont tout fait pour qu'on le sache, jusqu'à temps qu'il y ait bien sûr, des scientifiques qui l'ont... Fait que, tu sais, pour moi, je ne sais pas comment dire. C'est sûr que le jour où Occupation Double, on va avoir quelqu'un, puis déjà là, il y a des adaptations en diversité de genre, en même diversité d'orientation sexuelle, etc. Mais le jour où on va avoir du monde qui vont dire, ben moi, je tombe en amour avec toi, pas parce que tu consommes, pas parce que tu réponds aux standards de beauté, mais parce que les valeurs que tu portes sont celles que je porte moi aussi. Peut-être qu'on commencerait à jaser autrement. Bon, mais peut-être que ça ne serait pas aussi tripant. Mais qui sait? Fait que c'est quelle la plus difficile des batailles pour toi? Le capitalisme. Capitalisme parce que, tu sais, on oublie que l'argent, là, ça n'existe pas. C'est l'humain qui l'a inventé. Puis à partir de ce moment-là, la démocratie doit servir à répartir cette richesse-là. Tu sais, si tu détermines que être riche, c'est pas être en santé, avoir un bon réseau d'amis, avoir du temps pour toi, ta famille, tes amis, je sais pas moi, d'être
d'être physiquement en forme parce que tu te déplaces. Si on dit que c'est l'argent, ben il faut que cet argent-là puisse faire en sorte que tout le monde puisse vivre bien, dans la dignité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Puis je pense que dans ton parcours, puis dans moi personnellement, depuis que je suis petite, dans l'éducation, dans mon éducation, dans les journaux, quand il arrive du progrès, que ce soit pour le droit des femmes, une bonne nouvelle dans l'écologie, une façon de faire qu'on va arrêter parce que ça fait partie du passé, tu sais, on fait du progrès, on va vers le haut. Puis j'ai toujours trouvé ça inconcevable qu'on aille vers l'arrière. Puis là, quand je vois des choses comme aux États-Unis, de enlever le droit de l'avortement ou que je regarde autour du monde, je me dis, ben voyons donc, j'avais jamais imaginé que c'était possible de retourner en arrière. Je me disais que ça allait être long, puis qu'il fallait que je sois patiente, puis qu'on allait toujours être de mieux en mieux. Puis là, dans les dernières années, j'ai une surprise de voir que non. J'ai une prise de conscience que voir non, ça se fait, là, on peut reculer. Ben, c'est effectivement, c'est dur de faire ces prises de conscience-là. Les droits des femmes, les droits des minorités sont toujours très fragiles. Et très vulnérable. On est vulnérable, dans le fond, à ben justement au système de pouvoir qui sont en place. Puis, mais ce qui est le fun, ben pas le fun, là, mais ce qui est bien, c'est que tu en as pris conscience. Puis à partir du moment où tu en as conscience, ben tu peux en parler. À partir du moment où tu en parles, on peut collectivement se dire, ben qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis je regarde quand l'arrêt Roe and Wade versus Wade, pardon, a été démoli par des ultra-conservateurs américains. Ça l'a suscité ici au Québec une vague de Indignation. Ouais! C'était beau, j'étais allé T'es comme, ouais! Ah oui, non, mais c'est ça, mais j'étais allé à, entre autres, un rassemblement qu'il y a eu ici, quasiment spontané, là, tu sais, on l'a appris le soir avant, puis le lendemain, on était devant le palais de justice à Montréal. Puis, ma foi, je regardais, puis j'étais vraiment vieille, là, Camille. Les femmes et les hommes, d'ailleurs, qui étaient là, c'était votre génération, même plus jeune. Fait que ça, moi, ça me donne l'espoir. Ça me donne l'espoir qu'on ne se laissera pas avoir. Puis que les gens qui ont des privilèges, qui ne sont pas prêts à les laisser, veulent toujours revenir pour toujours avoir leurs privilèges. Ben, c'est pas surprenant. Mais c'est cette conscience collective qu'on peut développer, comme par exemple dans les reculs pour les droits des femmes. Tu sais, moi, je pensais jamais de toute ma vie. L'avortement, honnêtement, oui. Pourquoi? Ben parce que c'est ça, le contrôle sur le corps des femmes, c'est comme le patriarcat, il s'en décolle pas de ça. Là. Tu sais, ça va jusqu'au féminicide, mais il y a quelque chose là. Mais quand j'ai vu, puis qu'on est encore là-dedans, que les femmes sont encore obligées de se battre pour avoir des places en service de garde, pour être capable d'aller travailler puis de faire vivre leur famille, je pensais jamais que ça, j'allais revivre ça. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on avait réglé, puis qui va dans le sens des capitalistes. Les capitalistes ont besoin de notre force de travail. Bon, il y a mieux quand on leur coûte rien, comme s'occuper des enfants à la maison, mais pour produire, ils ont besoin de notre force de travail. Mais non, même ça, je sais pas. Fait que, oui, tu as raison. Nos avancées peuvent être parfois remises en cause, puis pour ça, il faut être vigilante. Puis moi, comme femme issue de la communauté LGBT, comme lesbienne, je le vois aussi que c'est fragile. C'est fragile. Tu sais, là, après l'avortement aux États-Unis, là, tout de suite après ça, c'est la question des gays et lesbiennes qui va arriver, des personnes trans qui vont arriver là. Mais je pense que ça, je l'ai réalisé autant de la situation, mettons, pour une femme qui est lesbienne que pour le droit des femmes. Ça m'a pris du temps le réaliser que on n'était pas égaux puis qu'il y avait des situations discriminatoires. J'ai eu besoin d'avoir de l'expérience de vie pour le vivre parce que quand
tu sais, quand j'étais plus jeune, on me disait qu'on était tous égaux, que ça allait de mieux en mieux, que quand on était plus jeune, les femmes étaient moins payées, mais que là, c'est correct. Puis, à chaque fois qu'il y avait une fille qui était indignée, puis qui parlait plus fort, puis qui remettait ça en question, je trouvais qu'elle était pointée du doigt par les gens, était lourde, il y avait des connotations négatives, féministe, c'était quasiment une insulte. Tu sais, il y a les extrêmes féministes, que le mot extrême va là-dedans. Puis là, moi, je me disais, hey, je veux tellement plaire que je veux pas être là-dedans. Puis mon expérience de vie a fait en sorte que fuck off. Mon côté féministe, il ressort puis il grandit à chaque année, puis que je réalise plein d'injustices. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la petite Camille qui était genre gênée ou qui avait peur d'être lourde pour plaire aux autres par rapport à ça? Bien, tu répondais absolument à ce qu'on s'attendait de toi. C'est-à-dire de ne pas trop déranger, Oui, tu peux être celle que tu es, dans la mesure où tu ne déranges pas le système. Tu sais. À partir du moment où, autour de toi, il y avait des gens qui, peu importe la raison, particulièrement des femmes, qui mettaient le doigt sur quelque chose, moi, je pense que c'était pas mal normal que tu n'avais pas envie de le voir parce qu'on t'avait un peu, disons, programmé pour ça. C'est pour ça que c'est important, l'éducation. C'est quoi qu'on donne comme cours, par exemple, depuis qu'on les a remis? Je ne connais pas exactement ton âge, mais tu sais que l'éducation à la sexualité, ça a été arrêté pendant 20 ans au Québec. Puis là, tu me dis, non, pourquoi tu me parles de sexualité? C'est parce que c'est ton corps, ton rapport à ton corps, qu'est-ce qu'on dit de ton corps, qu'est-ce que les autres disent de ton corps. Il n'y a pas eu de recherche sur mon corps en passant. L'anatomie féminine, elle a été que récemment commencée à être étudiée en profondeur. On fait des découvertes qui semblent logiques. Je pense que ce que j'ai lu dernièrement, c'est qu'on a trouvé le nombre exact de terminaisons nerveuses dans le clitoris. Puis j'ai lu dans le livre de la spécialiste en sexologie, Anne-Marie, que le diagramme du vagin a été complété en quelle année? En 1998. J'étais née! C'était écœurant, hein? C'était écœurant, ouais. Puis pourtant, ça peut tellement aider. On porte l'enfant, il y a tellement des complications, puis bref, les raisons sont... Il y en a 1 million, mais même au niveau de la recherche, on ne s'attardait pas à nous. Oui. C'est encore vrai. C'est encore vrai à plusieurs, tu sais, au niveau de la médication, au niveau de, tu sais, c'est... ouais, c'est sûr qu'il y a des avancées. Mais tu sais, moi, je pense que tu as nommé quelque chose de super important. Puis j'ai travaillé longtemps avant d'être députée dans le mouvement des femmes. Puis une des choses que j'observais assez souvent, c'est que, d'une certaine façon, effectivement, les femmes plus jeunes étaient, pas qu'ils étaient moins confrontées, mais voyaient moins la dimension de la discrimination basée sur le sexe, basée sur le genre. Elles le voyaient moins, le sentaient moins. Puis, tu sais, tout ça, pour moi, ça s'explique tout le temps, là, tu sais, c'est pas par hasard que tu veux. Sauf que quand débutent les premiers, tu sais, tu t'en vas à l'école. À l'école, ça passe encore. Tu sais, je veux dire, cégep université. Ça passe encore, sauf que... mais quand tu arrives sur le marché du travail, quand tu arrives dans une relation, quand tes amis se mettent à te raconter leur relation, tout ça, là, tu te rends compte qu'il y a des histoires qui se répètent. Puis là, tu fais mais tu fais des liens que tu voulais peut-être pas faire ou tu pouvais peut-être pas faire avant. Là. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis la reine du self-care. En tout cas, j'essaie d'être la reine du self-care et je prône de prendre soin de soi et il n'y a rien de mieux qu'une petite soirée dans le bain chaud à prendre soin de soi. Mais là, moi, j'ai quelque chose pour toi pour rajouter la prochaine fois que tu as ton petit moment de me, myself and I, là, tu vas le passer avec quelqu'un. Ben, quelque chose. Eros et compagnie va te fournir ce quelque chose. Puis tout ce que tu as à faire, c'est d'aller le trouver sur leur site web. Puis là, moi, je suis sur le site web en ce moment, puis je te dis, il y a pas mal d'options vraiment nice qui vont pimenter ton self-care, c'est assuré. Utilise le code SOMEGIRLTIME pour 15%, puis have fun!
Je pense que ma première prise de conscience, ça a été quand j'ai réalisé que moi, j'avais peur quand je marchais dans la rue le soir. Puis que j'avais plein de systèmes depuis que je suis jeune, que je faisais semblant d'appeler mon père, que je m'en allais rejoindre le club de boxe ou que, genre, mon cousin policier était sur place puis je parlais full fort puis des petites stratégies comme ça. Puis que je me suis fait suivre puis qu'il est arrivé des incidents puis que je parlais avec une gang de gars puis qu'eux, ils n'ont jamais vécu ça, là. Puis je me suis dit... Là, j'ai commencé à me dire, fait qu'on est moins en sécurité. Il y a les féminicides, il arrive ça... C'est pas un hasard, on le montre pas juste parce que c'est des femmes, puis on calcule les femmes, c'est que non, puis il y a un texte aussi qui disait « les hommes tuent ». Les hommes tuent, puis ça m'avait beaucoup touchée, puis c'est à ce moment-là, il y a quelques années, que j'ai commencé à vouloir m'intéresser à ça, puis que je l'ai vu, ça a vraiment commencé du niveau sécurité. Toi, comment t'es devenue féministe? Je vais te le dire, mais avant ça, je veux réagir à ce que tu viens de dire. Parce que je suis curieuse de savoir, c'est moi qui vais te poser une question. Tu sais, quand tu dis les mécanismes que tu avais développés, c'est-tu de la transmission de savoir que d'autres femmes t'ont transmis? Ou c'est finalement, tu as développé ces trucs-là? Mais je me rappelle pas parce que c'est vraiment depuis que je suis jeune. Je me rappelle que mon père m'avait déjà... Dis si t'as peur quand tu marches, parce qu'il y avait un pédophile à la ville où j'ai grandi pendant comme 2 ans qui rôdait. Okay. Puis il y avait plein d'incidents. Puis là, il m'avait dit si t'as peur quand tu marches après, quand il fait noir, tu m'appelles, puis on va avoir une discussion, tu me mets sur speaker. Puis là, ça, on avait commencé comme ça. Puis quand il était pas disponible ou j'étais trop vieille, puis là, j'étais un peu gênée d'appeler mon père. Là, je faisais des fausses appels. Puis j'ai même vu sur TikTok qu'il y a des gens qui font des comptes, puis c'est une fausse conversation. Fait que là, si tu prends l'audio, tu l'enregistres, puis là, ça sonne. Puis là, c'est « Allô? » Puis là, c'est un gars qui te parle, puis c'est qui te sauve de cette situation-là, puis tu lis le texte qu'il faut que tu dises si t'es pas en sécurité dans le taxi. Mais bref, je pense que ça a été un mix, que des fois, c'est ma créativité, mais qu'on me le dit. Sinon, il y a de me promener avec du poivre de Cayenne, d'avoir des armes, d'être super vigilante, puis d'avoir la chienne quand je suis toute seule. Puis amener, ça a fait beaucoup d'anxiété, là, parce que après, tu le sais pas si t'es folle ou si t'as vraiment à avoir peur, puis c'est quand que tu t'arrêtes d'être vigilante, puis Oui, puis là, pouf, t'entends une amie qui s'est faite violer, tu sais, fait que l'hypervigilance, c'est ça, hein, ça crée aussi beaucoup d'anxiété. Écoute, moi, comment j'ai découvert mon féminisme, c'est en fait j'étais quand même assez vieille. J'avais dans la trentaine. C'est quand Françoise David, une ancienne collègue à moi, avait lancé l'idée d'organiser une marche des femmes en 1995, la marche du pain et des roses. Moi, ça faisait longtemps déjà que j'étais impliqué dans le milieu communautaire. Je travaillais dans HLM, je travaillais en éducation populaire. Tu sais, déjà, j'étais en contact avec la pauvreté. Pas parce que nécessairement, moi, je la vivais, quoique je n'étais pas riche, mais parce que je travaillais dans un groupe qui soutenait ces gens-là. Quand Françoise a lancé le projet de la marche du pain et des roses pour lutter contre la pauvreté, je me suis impliqué très rapidement dans ce projet-là. Et tranquillement, j'ai comme pris, puis là, imagine, là, j'ai 31 ans, j'ai comme pris conscience que la pauvreté avait un sexe. Que les femmes étaient particulièrement moins favorisées économiquement que les hommes. Et là, c'est comme si tranquillement, ma culbute s'est faite. Alors que ça faisait des années que je travaillais principalement avec des femmes, avec des mères, mais j'avais comme... C'est ça, j'avais pas de grille d'analyse, mais à partir du moment où les féministes ont semé ça dans ma tête, là, ça fait comme « wow ». Et là, j'ai commencé à regarder le monde autrement et à mettre ce que moi j'appelle mes lunettes d'analyse féministe, qui m'ont amené à mettre d'autres lunettes après ça. De bien me rendre compte que, par exemple,
plus dans les années 90, mon propre cheminement, là, dans les années 90, me rendre compte que, même si moi j'étais lesbienne depuis toujours, mais de me rendre compte que les personnes LGBT avaient des droits différenciés des personnes qui répondent aux normes hétéronormatives. Fait que ça, puis là, j'ai mis cette paire de lunettes-là. Puis là, après ça, je me suis rendu compte que j'avais plus de privilèges, même si j'étais une femme lesbienne, pauvre, qui traverse les genres, je vais dire ça comme ça, dans mon expression de genre. Là, me rendre compte que, non, attends un peu, là, j'étais plus privilégié que des femmes noires. Là, j'ai mis comme un autre paire de lunettes qui me permettait d'analyser les choses à partir d'une lecture plus antiraciste ou décoloniale. On peut appeler ça les lunettes de l'indignation. Ben peut-être. Il faut un incident, puis là, après... Kink. Ouais, ça te retrouve la vue, puis là, t'es comme « Hey! » Ben, puis là, tu sais, je pourrais te dire que mes lunettes écologistes, parce que ça aussi, ils sont arrivés à un moment donné, c'est les féministes qui m'ont ouvert à ça. C'est les féministes qui m'ont ouvert à ça parce que dans les faits, déjà, fin des années 90, début 2000, les effets étaient déjà en présence et les sécheresses en Afrique existaient de façon radicale. Et c'est l'écoféminisme qui m'a éveillé à la dimension écologique. Bon, puis là, à partir du moment où tu mets la paire de lunettes, pour moi, le symbole, c'est quoi? C'est de dire que tu as maintenant une paire de lunettes qui t'aide, mais en même temps qui t'oblige à regarder la réalité avec cette grille d'analyse-là. Fait que c'est pas juste « Ah oui, j'ai compris que, par exemple, les femmes étaient plus pauvres. Ah oui, ils sont plus pauvres. » Puis là, tu te mets à regarder les systèmes. Ah, tu sais, la première chose qui, en m'accompagnant en étant accompagné, par les féministes là-dedans, première chose, je me suis rendu compte, c'est vrai, tout le travail domestique est gratis, puis c'est les femmes qui le font. Puis, les femmes ont très longtemps, à travers, comme religieuses ou quoi que ce soit, sont occupées de l'école, du système de santé, du système d'éducation, gratuitement. Puis à partir du moment où on a fait reconnaître ces métiers-là, ça a été des métiers sous-payés, puis ça l'est encore aujourd'hui. Fait que, tu comprends-tu quand je dis que tu mets une paire de lunettes, c'est pas juste « Ah oui, c'est vrai, les femmes sont plus pauvres », c'est que là, tu lèves les affaires, puis tu te rends compte qu'en bout de ligne, il y a un système auquel on permet de faire du cash. Puis j'ai des amis dans mon entourage qui ont pas mal de paires de lunettes, qui en ont peut-être même beaucoup, parce que ça leur a enlevé je dis pas que c'est pas correct, mais c'est la raison pourquoi ils ont pas envie de faire des enfants dans ce monde-là. Parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'inégalités, parce que l'environnement, c'est de la merde en ce moment, parce que le droit humain est en train de régresser. Donc, ces personnes-là n'ont plus envie de faire un enfant. Puis, c'est un débat, pas un débat, c'est un questionnement de notre génération que, premièrement, c'est cool parce qu'il y en a plusieurs qui se donnent le droit ouvertement de ne pas en faire, puis ça, c'est hot. Ah oui. Mais celles qui en voulaient, mais qui en veulent pas parce que l'humanité va trop mal, toi, tu penses quoi de tout ça? Est-ce que, maintenant, tu l'as dit tantôt, on est 8 milliards, est-ce que on fait des bébés ou on arrête ça, sinon ça va pas marcher? Ah non, mais moi, je pense que l'humain, il va pas arrêter de faire des bébés, là. Je veux dire, tu sais, le capitalisme, là, ça fait pas des millions d'années que ça existe, là. Tu sais, fait que nos besoins de base, là, ils sont là. Ceci étant dit, on a maintenant des possibilités d'avoir plus de contrôle sur notre corps. Et je parle pas des autres sur notre corps, nous, sur notre corps. Puis après ça, je sais pas, regarde, moi, c'est fou, hein. J'ai 60 ans bientôt. J'ai jamais voulu porter d'enfants. C'est pas quelque chose que j'avais envie, même si j'ai toujours eu des enfants dans ma vie. Puis j'en ai encore un qui reste chez nous à 30 ans. Mais puis je suis très heureuse. Je fais ça à la blague. Je suis vraiment très heureuse de partager mon écoloc, moi puis mon grand. Mais j'ai jamais porté d'enfants. Mais j'ai toujours eu des enfants autour de moi. Puis j'ai toujours
travailler pour que la vie soit meilleure pour les enfants qui viennent. Fait que, je sais pas, pour moi, j'ai pas... Honnêtement, là-dessus, Camille, j'ai pas d'opinion. Ce que je souhaite, c'est que... Ce que je voudrais, c'est que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie. Tu sais, il y a encore des endroits sur la planète là, qui ont des 10, 15, 12 enfants, pas par choix. Puis quand je regarde mes sœurs autochtones qui en ont 5, 6, 7 à partir de 14 ans, c'est le choix, puis ils sont contentes. Je fais, yeah, tant mieux. Tu sais, j'ai pas de... Sauf que c'est sûr qu'à 8 milliards, si on se pose pas des questions fondamentales sur, OK, on est 8 milliards, mais là-dessus, il y en a combien qui vivent bien? Tu sais, je parle pas du gros luxe, là, juste de vivre bien, avoir accès à un espace, se sentir en sécurité. La pyramide de Maslow. Hein? Comme, moi, c'est là que j'ai un problème. Ça me pose des questions. Puis comment, c'est une question plate, mais comment penser à son prochain quand ça va mal dans ta propre tête, puis quand toi, tu rushes déjà, puis pas toi, là, je parle de nous, collectivement, là, puis, tu sais, je pense il y a des gens, surtout avec la pandémie, les séquelles que ça a eu sur la santé mentale, comment tu fais pour prendre soin des autres quand tu as de la misère avec ta propre vie? Ben, moi, j'aime bien... je me reconnais, puis j'aime bien l'approche de mes frères et sœurs autochtones qui, dans les fêtes, puis je veux pas faire zéro accaparation de leur savoir ancestral, mais j'ai la chance de le connaître, ce savoir-là, parce qu'ils le partagent toujours très généreusement. Puis ils comprennent avec moi. Mais cette idée de dire, tu peux pas guérir ta communauté, la société, la planète, si après ma barre, toi-même, tu n'es pas dans une démarche de guérison. Fait que, moi, je trouve que à ta question, c'est, je pense que si tu souffres un petit peu ou beaucoup, mais que tu veux mettre ça de côté, puis tu t'occupes des autres, pas une bonne idée. Pas une bonne idée, ça va te rattraper, ça va... Même chose, si tu souffres, puis que tu t'occupes juste de guérir toi, puis en disant, ben les autres, ben ça va te rattraper. Fait que, tu sais, cette espèce de... Eux autres utiliseraient le mot holistique, cette espèce d'approche de... Dans mes mots, moi, je dis d'interdépendance. Si moi, je vais bien, puis que les autres vont pas bien, ben comment je peux aller bien? Et vice-versa. Si les autres vont bien, puis moi, je ne vais pas bien, il me semble que ça devrait être des vases communicants. Ça. Tu parles d'auto-guérison ou de guérison de son intérieur. Est-ce que toi, tu es une personne spirituelle? Pas mal. Pas mal, ouais. Comment tu explores ta spiritualité? Vraiment, là, j'ai fait beaucoup dans ma vie. C'est quoi ça? Ben, tu sais, il faut que tu saches que je viens d'une famille qui était très... Tu sais, j'ai 60 ans, là. Donc, très catholique, pratiquante dans mon village. C'était tu sais, fait que j'ai grandi avec ça. À l'adolescence, j'ai découvert toujours dans la même tradition catholique, mais des analyses différentes qui étaient moins celles de l'Église romaine, là, catholique romaine, mais plus des prêtres ouvriers de l'Amérique du Sud. Là, je fais comme, oh, c'est intéressant, ça. Fait que j'ai comme exploré, disons, l'existence de Dieu, Jésus comme représentant. Tu sais, j'ai jonglé avec ces affaires-là. Je trouvais sincèrement que...
Puis c'est encore vrai aujourd'hui, je trouve encore aujourd'hui, que je trouve que Jésus-Christ, je le trouvais vraiment cool. Je trouvais vraiment cool. Là. Je trouvais que ce qu'il mettait de l'avant, ce qu'il défendait, crisser le coup de pied dans le temple, j'aimais ça. Fait que je me suis reconnu là-dedans, mais assez rapidement, j'ai étudié là-dedans aussi. Hein, j'ai étudié en théologie, mais assez rapidement, je me suis rendu compte que la structure, elle, était pas aussi cool que Jésus. Ouais, l'Église, puis ceux qui dirigent, puis bon. Fait que j'avais des gens autour de moi qui étaient dans d'autres spiritualités. Fait qu'un moment donné, je pense que j'ai compris l'essence de la spiritualité de Jésus. On va aller voir ailleurs, voir. Fait que là, je me suis approché plus du bouddhisme. Tu sais, quand même une spiritualité millénaire. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Je pense que j'ai retenu des bouts de tout ça, dont notamment prendre le temps d'être là et de voir la feuille tomber. Mais honnêtement, je suis une fille qui est née en région. J'ai toujours été une fille de bois. Et pour moi, je me suis rendu compte que c'était ça ma spiritualité. C'était la nature, le bois, la faune, la flore. Puis c'est plus tard, dans mon propre cheminement, où là, j'ai rencontré des amis autochtones. Et là, j'ai fait « Oh fuck, ça me ressemble. » Ça me ressemble. Mais c'est pas juste parce que c'est des amis autochtones. C'est parce que on vient aussi de... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas 200 ans, là, la majorité de nous, de nos familles, vivaient en campagne. Donc, proche de la nature, proche de... avec le défi que ça voulait dans des conditions que je ne voudrais pas retourner là. Mais qui fait qu'il fallait tout se serrer les coudes. Fait que ce contact avec la nature-là, je pense qu'il n'est pas du tout exclusif comme spiritualité aux Autochtones. Mais moi, c'est ça. J'ai eu la chance de me connecter avec ces gens-là, avec leur façon de voir le monde. Puis ça m'a nourri beaucoup sur cette idée que, oui, l'humain, il est physique. Hein, ça, eux autres, c'est comme ça. Puis ça faisait un bout que j'étais rendu à la même place, j'avais la même chose. Oui, on est physique. Oui, on est psychologique. Hein, quand ça va pas bien, notre santé mentale, là, ça va pas bien. Oui, on est social, notre communauté, tout ça. Mais aussi, on est des êtres plus grands que. On est aussi spirituel. Fait que ça s'exprime, je pense, pour tout le monde. Puis ce que je suis triste, honnêtement, parce que pour moi, ça, c'est le sens. Hein? Ma spiritualité, c'est quoi? C'est le sens que je donne à ma vie, à mes actes, à mes relations, surtout à la vie. Ben ça, on a malheureusement au Québec flushé ça en même temps que la religion. Il y a peut-être... tu sais, moi, je comprends pourquoi des fois il y a des vides chez nos jeunes qui se disent je trouve plus le sens. Je comprends parce que c'est clair que d'avoir de l'argent puis de faire le party, c'est le fun un bout, mais c'est pas le sens d'une vie, ça j'en suis convaincu. Ah, c'est beau ton épopée dans la spiritualité. Je voyais un film, ça ferait un bon film. Ça finit dans le bois, hein? Oui, ça finit dans le bois. Autour d'un feu, peut-être. Hein? Puis, à travers la spiritualité puis tes combats, je pense que... Mais il y a une dualité parce que, pour moi, ma vision de la spiritualité, c'est justement le contraire de... Tu parlais tantôt de la performance, c'est le contraire de trop essayer. En même temps, il faut suivre son dharma, il faut suivre ce qu'on veut faire. Puis, c'est en duel avec essayer de changer le monde. Ben, je me parle à moi-même dans ma tête en disant ça à voix haute, mais j'ai l'impression que des fois, ma spiritualité, elle veut que je dise « fuck off, arrête tout, puis occupe-toi de ton jardin ». Mais après, tu as envie de faire de ce monde-là une meilleure place. Est-ce que tu vis cette dualité-là des fois?
Mais pourquoi c'est une dualité? Pourquoi ça cohabite pas? Parce que des fois, je trouve que c'est essoufflant, drainant, décourageant. Puis des fois, de lâcher prise, ben ça, c'est plus puissant. Ben oui. Alors, c'est pour ça que je dis, tu sais, la dualité, il faudrait choisir un ou l'autre. Alors que Bouddha nous enseignerait que tout ça n'est c'est un éternel mouvement. Tu sais, fait que oui, des fois, tu as vraiment besoin, pour X, Y raison, de tout décrocher, de fermer ton sel, puis c'est correct, mais c'est pas en opposition que en ayant décroché ton sel, puis en t'occupant de ton jardin, je dis n'importe quoi, je veux dire une grosse niaiserie, là, mais tu es en train de rempoter tes plantes, tes fleurs. On pousse là, la métaphore. Puis là, dans ton jardin, tu découvres que, je sais pas moi, tu mets les mains dans la terre, puis là, les mains deviennent pleines de boutons. Là, tu te dis, voyons, c'est quoi ça? Hop, là, ça remonte, cette affaire-là. Fait que, je sais pas, mon image n'est pas bonne, là, parce que à cette heure-là, les idées me viennent moins vite, mais tout ça pour dire que j'aurais pas tendance à mettre ça en opposition. Moi, je pense que si on a puis en plus, on pourrait se le dire, là, moi, je n'ai pas toujours une saine, je vais appeler ça une hygiène de vie. Je n'ai pas toujours une très saine hygiène de vie. Là. Tu sais, je fais un métier de fou dans lequel la révolution est toujours sur le bord d'arriver, puis elle n'arrive jamais, puis que j'ai hâte qu'elle arrive. Et ce métier-là, je suis député, mais je fais ce métier de fou-là depuis bien plus longtemps que ça. Mais il y était une époque où, systématiquement, à toutes les saisons, j'allais passer une semaine dans le bois. Puis donc, ça faisait... Et cette semaine-là, je décrochais complètement. Bon, là, je suis moins saine, mais en te le racontant comme ça, c'est une façon aussi de me le remettre dans la face. Faut le cultiver. Fait que, donc, c'est ça. J'ai peut-être envie de nous dire que oui, il y a des fois, il faut carrément décrocher. Et, tu sais, moi, à un moment donné, je suis parti 1 an vivre dans le bois. C'était juste too much. J'ai vécu une séparation très difficile. Je faisais 3 fois, je me présentais, je perdais mes élections à chaque fois. Tu sais, j'étais vraiment... Ben, j'ai débranché la machine pendant 1 an. Puis à un moment donné, ben, j'allais mieux. Puis ça m'a généré d'autres indignations. Le feu, il se rallume. Mais c'est fou parce que des fois, rien faire, c'est la chose la plus productive qu'on peut faire. Puis même à l'échelle de prendre une année sabbatique pour après mieux refoncer, parce qu'on est tellement impatient que ça arrive. Là. Oui, hein? Je suis d'accord. Puis j'ai le goût de te demander, pour Some Girl Time, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Mais je sais vraiment pas par où commencer, comment m'y faire. Fait que j'ai besoin de toi pour m'aider à faire un plan. OK. J'aimerais ça que les tampons soient gratuits au Québec. Ah ben oui. Comment je peux m'y prendre pour essayer de faire un changement là-dedans? Moi, petite Camille. Ouais. Ben écoute, je veux dire en toute humilité que Québec solidaire, on avait catché qu'il y avait une injustice économique sur tout ce qui est les produits menstruels. Alors donc, à la dernière campagne, on avait proposé que ça devienne accessible gratuitement. Bon, alors on va continuer d'essayer de faire en sorte que ça advienne. Mais là, c'est pas mon plan que tu veux savoir, c'est le tien. Fait que je pense, tiens, je te fais une proposition. Peut-être que tu pourrais m'écrire comme député, parce que là, c'est comme Manon que je suis là, pas comme député. Hein. Puis de me dire, ben là, je trouve que ta proposition est vraiment cool, Manon, mais j'ai besoin qu'on fasse quelque chose. Puis là, peut-être que moi, comme député, je dirais, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? On se monte un petit plan de match. On commence par une pétition. Moi, je peux juste te dire que quand j'ai annoncé ça sur les réseaux sociaux de notre proposition de gratuité, en fait, gratuité des moyens de contraception. Ça, tu m'en as pas parlé, mais je t'en parle. C'est cool aussi. Ah oui, c'est cool aussi. Puis, de l'autre côté, l'accessibilité à du matériel pour
Les protections sanitaires. Oui, l'hygiène menstruelle, mais l'accès à la gratuité. Fait que, je ne sais pas, on pourrait faire une pétition, on pourrait se dire que on fait une offensive, parce que je sais notamment sur, je connais pas ton réseau spécifiquement, mais dans le réseau Insta au Québec, celui qui me suit en tout cas, il y a comme vraiment une volonté que cette justice économique-là... fait que, il y a peut-être de quoi qu'on pourrait faire ensemble. Puis, mettons, ça serait combien de signatures, tu penses, qu'il nous faudrait pour faire Un vrai... un coup d'État? Non, c'est pas vrai, je voulais juste dire ce mot-là. Un coup, là. Je le sais pas. Je le sais pas parce que ça fluctue, ces affaires-là. Moi, je pense que, tu sais, avec ta gang, là, vous pourriez déterminer ensemble un objectif. Parce que tu vas voir que j'aime ça quand on travaille les choses en gang. Déterminer un objectif parce que là, tu ne serais pas tout seul à vouloir atteindre cet objectif-là. Il y aurait une gang. Puis, tu sais, je ne sais pas, je lisais des documents pour préparer des choses sur justement la question de la lutte à la pauvreté. Tu sais, ça fait 20 ans cette année qu'il y a une loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je trouve qu'on n'a pas très bien réussi, mais en tout cas. Ils avaient déposé, eux autres, une pétition à plus de 200 000 noms. Mais c'était inscrit dans une stratégie avec des actions. Tu sais, nous autres, notre plan, il n'est pas compliqué, là. C'est-à-dire qu'il faudrait rendre accessible dans les écoles, tu sais, près de la maison, là, on va dire ça de même, dans les écoles, peut-être dans les maisons de la culture à Montréal, dans les bibliothèques, dans les municipalités, tu sais, dans les endroits publics, de rendre accessibles les produits d'hygiène menstruelle. Et comme ça, les capitalistes ne vont pas trop se choquer après nous autres, parce qu'ils vont pouvoir continuer à en vendre, mais mon petit doigt me dit qu'il y a bien des femmes qui vont aller vers la gratuité. Puis, est-ce que... Parce que moi, quand je daydream de cette mission-là, je me vois... Je sais pas si ça n'a pas rapport puis que tu vas me trouver vraiment nounoune. Non, ben, ça me surprendrait. Mais je me vois là, parler avec plein de femmes inspirantes puis des femmes qui prennent la voix puis parler au Parlement. C'est-tu là que ça se passerait d'en parler, faire un projet de loi? Ça a-tu rapport ou je suis dans le champ puis j'ai trop regardé de films? Ben, t'es pas du tout dans le champ. Tu vois, déjà dans ton rêve, ta vision, il y a du monde. T'es pas tout seul. Moi, déjà, si il y a du monde, tu es dans le bon chemin. Est-ce que c'est une loi? Je pense pas. Je pense que c'est une décision politique. Une décision politique que le gouvernement équipe, mettons, les CLSC, parce qu'il y a des CLSC partout au Québec, des budgets nécessaires pour offrir... Bon, là, tu n'aurais peut-être pas toutes les marques, toutes les sortes, puis il faut s'entendre, là, mais il y aurait accessibilité. Fait que c'est une décision économique, pas vraiment de loi ou de... Il faut juste faire le choix. Fait que ouais, pourquoi pas, tiens, allons-y. Genèse, là, on continue à construire ensemble. Puis le monde qui vont nous dire, les femmes qui vont nous écouter vont rajouter des couches. Mais tu sais, mettons, par la pétition, ramasse des noms. Quand il est temps de déposer la pétition, ramasse tes femmes inspirantes. Ça va faire de la pression auprès du gouvernement du Québec pour cette gratuité-là autour du 8 mars. I'm really excited about this. Vraiment. Let's make it happen! Ben cool, je pense que je vais me lever et je vais aller préparer ça. Fait qu'on va finir ce podcast-là là-dessus. Pas de trouble. Puis si tu as besoin d'aide pour écrire la pétition, mon bureau est disponible. Merci, vraiment. Ça a été full un bon Some Girl Time. J'espère que les filles vont aimer ça. J'espère que tu as aimé ça. Puis merci beaucoup. Oui. J'ai beaucoup le format. J'aime ça. Ouais, t'es bien balado. T'es bright pas mal. Merci. Bravo! Bon, puis on finit ça avec une action. Moi, j'aime ça, là.